bien voilà, mesdames, messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité sur votre radio, la radio Sauta FM. Bienvenue, voici les titres de ce 13h. En conférence de presse du directeur général des impôts et du directeur général du budget, la séance a eu lieu vendredi 27 décembre dernier à la direction générale des impôts à Cotonou et comme avec la participation effective de plusieurs autres acteurs, les précisions s'assurent dans un court instant. Dans le même temps, au Bénin, on parle du passage justement de la numérotation à 10 chiffres au Bénin à partir du 1er janvier donc 2025. Aucun numéro béninois à 8 chiffres ne sera accepté ou ne sera mis en ligne. C'est du moins le dernier rappel de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste en abrégé ARCEP Bénin. Les précisions, c'est dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu avec une autre en sport. Ce sera dans ce journal. Merci de nous avoir préférés. Et voici le développement dans quelques poignées de secondes. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. Merci de nous préférer pour vous informer. Passage de la numérotation à des chiffres au Bénin. À partir du 1er janvier 2025, aucun numéro béninois à 8 chiffres ne marchera. C'est donc du moins le dernier rappel de l'ordre, sinon de l'autorité de régulation des communications électronique et de la poste en abrégé ARCEP Bénin. Elle a organisé des séances de sensibilisation à cet effet. Ces actions visent à rappeler aux utilisateurs de téléphones mobiles la nécessité de se mettre à jour avant la date butoir. Les détails, c'est dans ce reportage. Suivez plutôt. À partir du 1er janvier 2025, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, met en application le nouveau plan de numérotation des téléphones portables qui passe à 10 chiffres. Après les messages de sensibilisation à travers les médias et la campagne de communication dans les réseaux sociaux, l'ARCEP se rapproche des consommateurs. Des rencontres de proximité qui visent à expliquer aux abonnés des GSM les raisons de cette révolution et surtout ce qui se passera dès le 1er janvier 2025 si les abonnés ne se conforment pas à la réglementation en vigueur. Depuis donc le 30 novembre, aujourd'hui le 20 décembre, nous avons exactement 11 jours pour nous conformer à cette réglementation. Pourquoi? Parce que passé ce délai, nous risquons de ne pas pouvoir communiquer. Notons en passant que depuis le mois de mai 2024, l'Union internationale des télécommunications dans le monde entier a permis et a informé tous ceux qui contactent le Bénin qu'avant de le faire désormais, il faut faire le 229 suivi du 01. Il est donc impérieux, important, urgent pour tous ceux qui sont béninois au Bénin, ceux qui sont à Dassa et tous ceux qui sont dans le pays et qui puissent être informés. Et c'est la raison d'être de notre présence ici. L'ARCEP vient informer, sensibiliser, éduquer les consommateurs. À partir de maintenant jusqu'à la fin, nous avons 11 jours. Mettre le 01 devant, modifier les cartes de visite. Si vous avez des clients en ligne sur TikTok, sur WhatsApp et autres, corrigez les numéros, mettez le 01 devant. Parce que si vous ne le faites pas, ils risquent de ne pas pouvoir vous contacter et vous risquez également de ne pas pouvoir communiquer avec eux. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous voulons que tous ceux qui sont venus aujourd'hui puissent être nos relais dans les hameaux, dans les maisons, dans les entreprises pour que cette disposition mise en place par le gouvernement et accompagnée par l'association des consommateurs BSSC et que nous sommes venus soutenir ici puisse être une réalité. La rencontre qui a lieu à Dassa-Zoumé vendredi 20 décembre a réuni des participants venus de toutes les communes du département. Cette approche de l'ARCEP est bien appréciée par les participants. Suite à notre séance de sensibilisation, ce que moi j'ai pu garder aujourd'hui, c'est qu'il est d'une importance capitale que nous tous, en tant que citoyens béninois, nous fassions les mises à jour de nos numéros en les ajoutant 01. Alors on nous l'a expliqué de plusieurs manières. Si nous avons nos téléphones Android, nous pouvons déjà aller sur Play Store et taper l'application Convium. Et l'application elle-même qui a été mise en place par la CEP Bénin, qui peut nous permettre de convertir nos numéros de 8 chiffres à 10 chiffres et nous adapter à la nouvelle réglementation des plans de numérisation
au Bénin. Le travail que nous avons fait, ce n'est que de sensibiliser encore ceux qui sont proches de nous. Parce que d'ici, comme l'a dit la vice-présidente de la CEPT, la conseillère, c'est que nous avons encore 11 jours pour que les numéros soient mis à jour, que désormais tout le monde ait les 10 chiffres comme numéro. Sinon, à partir du 1er janvier 2025, les numéros à 8 chiffres ne vont plus passer. Alors nous, notre devoir est de sensibiliser encore plus nos proches, ceux qui nous appellent, ceux qui sont autour de nous. Dès qu'on voit quelqu'un qui manifeste peut-être un mécontentement parce qu'il n'a pas encore fait la mise à jour de ces numéros, parce qu'il a des problèmes à échanger, à contacter, on a juste à lui expliquer l'intérêt et le bien fondé. J'ai aimé parce que ça permet plus de sécuriser le pays. Désormais, on sait que quand tu mets ton code, tu mets ton indicatif, le 0229, et que tu ajoutes le 01 partout où tu es dans le monde entier, tu sais que ça, c'est le Bénin. Donc ça nous permet déjà d'édifier notre pays à part. Et aussi, ça nous permet aussi de garder nos numéros plus tard. J'aimerais partager avec toutes et tous de pouvoir convertir les numéros à 10 chiffres et désormais, et avant de passer n'importe quel appel, il faudrait qu'on ajoute le 01. Cette séance d'information et de sensibilisation, conduite par la vice-présidente de la CERP et les associations des consommateurs, sera élargie aux communautés à la base par des agents de relais qui ont également pris part à cette rencontre. Merci à vous, chers confrères, pour ce reportage. D'une actualité à une autre, cette fois-ci, on parle de cette conférence de presse du directeur général des impôts et du directeur général du budget. La séance a eu lieu vendredi 27 décembre 2024, justement, à la direction générale des impôts à Cotonou et qui a connu la participation effective de plusieurs autres acteurs. Au cours de cette conférence, la question des aspects fiscaux et douaniers du budget 2025 ont été abordées et plusieurs mesures ont été prises également. Suivez les précisions avec le Nicolas Yinoussi, il est le directeur général des impôts. Il y a eu le renforcement de quelques mesures d'administration, de gestion des impôts et des douanes. Il s'agit des avantages qui sont accordés aux entreprises et aux ménages, qui concernent notamment les exonérations de droits de douane et de la TVA sur l'importation des voitures neuves. Cette mesure prise il y a 3 ans maintenant continue. Nous avons au niveau de la DGI lancé une étude sur le plan environnemental et sur le plan économique de cette mesure. Les résultats que nous avons obtenus prouvent bien que, contrairement à ce qu'on peut penser, qu'il s'agissait d'une mesure pour les riches. Au contraire, lorsqu'on prend la catégorie des personnes qui achètent les voitures neuves, nous avons de jeunes personnes qui achètent pour la première fois une voiture neuve. Nous avons des retraités. Le nombre d'importations de véhicules neufs mis à la consommation a suffisamment augmenté. Sur les 3 dernières années avant la prise de la mesure, on tournait autour de 1025 véhicules neufs importés et on est à plus de 6000 actuellement. Et donc, les conséquences au plan fiscal sont que, en perdant les droits de douane et la TVA, nous avons pu augmenter les recettes en matière d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire les bénéfices réalisés par les concessionnaires. Donc, sur ces mesures-là, on a quasiment triplé le montant de l'IS. Par ailleurs, les questions de dépenses sociales n'ont pas été occultées. Le directeur général de l'économie, quant à lui, a mis l'accent sur la question des lois de finances depuis le début du quinquennat en cours. Il parle principalement du programme alimentaire mondial. Extrait de ses propos. Nous étions au dernier trimestre de l'année 2016 quand le chef de l'État et son gouvernement, sur la liste des réformes à réaliser au cours du premier quinquennat, ont instruit pour que nous fassions une analyse approfondie du pôle de dépenses qualifiées d'évacuation sanitaire, notamment les évacuations sanitaires à l'extérieur du Bénin. Et quand on parle d'évacuation sanitaire, il faut comprendre qu'il y a plusieurs natures de dépenses. Il y a les frais de voyage, donc l'achat de billets d'avion,
pavillon, il y a les frais d'hospitalisation, les frais de soins, les frais de séjour pour le patient, mais également pour les accompagnateurs du patient. Mais ce qui était observé, c'est que sur les décisions d'évacuation sanitaire, il y avait une ouverture qui permettait à un évacué sanitaire de se rendre plusieurs fois en mission de contrôle sanitaire à l'extérieur. Donc quand le gouvernement a analysé cet important pot de dépenses, on s'est rendu compte qu'il y avait de fortes potentialités d'optimisation des coûts liés à cette activité. C'est pour ça que vous auriez attendu que de 2016, où nous passons de 17 milliards pour les dépenses d'évacuation sanitaire, nous sommes passés en 2017 à 2 milliards. De 2016, où nous étions à 800 millions pour l'année pour les cantines scolaires, nous sommes passés à 15 milliards en 2017. Et aujourd'hui, avec un taux de couverture globale de 80%, nous sommes à 28 milliards. Dans cette même perspective, revenons sur les performances à atteindre au cours de la nouvelle année 2025 dans le domaine des impôts. Le directeur général du budget rassure et explique. Suivez son extrait. On n'a pas forcément besoin de créer de nouveaux impôts pour atteindre les objectifs budgétaires. J'ai dit tout à l'heure, les réformes arrivent maintenant à maturité. Ce que nous allons faire, c'est de renforcer les mesures de surveillance de ces réformes. C'est d'élargir l'assiette fiscale. C'est d'avancer en matière de digitalisation des services. Nous avons fini la digitalisation au niveau des services qui gèrent les segments des grandes moyennes entreprises et nous avons commencé depuis avril 2024 la digitalisation des petits services de base qui gèrent les impôts fonciers et la taxe professionnelle synthétique. Donc il est prévu pour 2025 d'étendre ces services et de donner la possibilité aux petits contributeurs de payer leurs impôts par téléphonie mobile en ligne, ce qui sécurise les recettes, donc bouche les trous de déperdition. Au niveau de l'élargissement de l'assiette fiscale, il est également prévu que toutes nos bases de données commencent par discuter. J'ai déjà fait une intervention sur l'une des approches que nous allons utiliser pour élargir l'assiette fiscale. Ce n'est pas un secret, c'est d'utiliser également la base des consommateurs d'eau et d'électricité. Nous allons partir du postulat qu'un compteur principal de la SBE correspond à un foncier bâti. Des vérifications seront également au rendez-vous en 2025, selon donc le directeur général du budget. Je vous invite à suivre ici les explications de Rodrigue Chao. Nous allons donc vérifier au niveau de la DGI si tous ceux qui ont des compteurs électriques figurent dans nos bases de propriétaires fonciers imposables à la taxe foncière. Nous allons vérifier si toutes les activités professionnelles ou génératrices de revenus qui consomment d'électricité sont-elles répertoriées au niveau de la Direction générale des impôts et payent une contribution. Donc vous voyez déjà que le champ s'élargit et on va pouvoir continuer donc pas augmenter le nombre de contributeurs parce que en réalité le problème que nous avons aujourd'hui après avoir fait toutes ces réformes, c'est qu'il nous faut augmenter le nombre de contributeurs. On a peu de personnes qui payent alors qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent suffisamment de revenus. Donc on a commencé par collecter de la TVA à travers les géants du numérique. Donc depuis le début de l'année dernière, que ça soit Facebook, que ça soit Apple, que ça soit Google, ces géants du numérique ont commencé par collecter la TVA pour le compte de la DGI et ça se passe très bien. On a eu une longue période de discussion avec eux. Ils ont posé beaucoup de conditions, des exigences et on a réussi à boucler les discussions avec ces géants qui ont commencé par payer. Alessandre Nicolas Tchaou, mesdames et messieurs, sur la radio Sota FM. Nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio.
C'est donc la deuxième partie de cette session de l'information. C'est une union conjugale, contractuelle ou rituelle à durée indéterminée illimitée, justement, reconnue donc, et encadrée par une institution juridique ou religieuse qui en détermine les modalités. Il s'agit du mariage, qui est un acte qui renforce les liens entre les familles. Que comprennent donc, que pensent les Malanvillois du mariage et à quel moment précis de la vie doit-on se marier? À cette belle préoccupation, quelques citoyens Malanvillois rencontrés par une équipe de nos reporters se donnent à cet exercice. Je vous invite à les suivre. Le mariage, d'abord, l'homme doit se marier, c'est très très important. Avoir un boulot. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu mets la femme à la maison, elle doit manger. La femme doit être en train d'exercer quelque chose. Le mari aussi. Comme ça, à deux, en temps normalement, c'est à 18 ans. Mais de nos jours aujourd'hui, s'il n'y a pas le boulot avant 18 ans, tu ne veux pas te marier. C'est-à-dire, je vais parler de la responsabilité de l'homme. Lorsque vous êtes après le mariage, si tu es au foyer, la femme doit connaître son rôle et l'homme même doit connaître son rôle. C'est en ce moment que l'amour évolue. Et si Dieu amène aussi les enfants, vous arrivez ensemble à éduquer les enfants. Si papa dit ça, maman doit supporter ça. Mais lorsque papa va dire ça, maman va dire non, ça ne peut pas aller. Se marier aujourd'hui, ce n'est pas facile. Ce que nos mamans ont fait là, nous les femmes d'aujourd'hui à l'heure actuelle là, ça serait difficile pour nous de rester avec un homme de matin jusqu'au soir. Parce que tel que nos mamans ont accepté, souffrir, je ne vais pas partir, je vais mourir avec mes enfants, je ne vais pas bouger, je vais souffrir avec mes enfants là. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Si on cherche au moins 100 là, on ne va pas trouver au moins 25 dans le 100 là. Parce qu'aujourd'hui là, supporter foyer là, ce n'est pas n'importe qui fait ça maintenant. Parce que ce qu'on appelle mariage là, ce n'est pas se lever un jour et faire mariage. Vous avez vous discerner, se connaître et se regarder davantage, se dire ce qui est mauvais et dire ce qui est bon. Et vous connaître de bon quoi. Ce n'est pas qu'on se lève un jour du mariage tel que moi je vois ici. Selon ces citoyens rencontrés, le mariage n'est pas non seulement le fait d'être au foyer ou en couple, mais c'est de disposer de ressources de revenus, de sources de revenus avant donc le mariage. On écoute pour plus de détails quelques citoyens toujours dans ce même sens. Il ne faut pas que nous soyons pressés. Il ne faut pas, parce que lorsqu'on est pressé, des fois on regrette. Ce n'est pas une bonne chose. Donc qui va lentement, va sûrement. C'est le boulot d'abord. Après le boulot, ça, je persiste sur ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est si ça marche que la femme est là. Si ça ne marche pas, elle va partir. Alors on dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais de nos jours, ce n'est pas ça. Si tu fais erreur, ou bien la femme, le mari tombe malade, il ne peut plus se lever, il ne peut plus faire des mouvements. La femme va dire que moi, je ne peux plus ramasser ses caca, qu'elle est fatiguée. Elle va partir. Donc ne soyons pas pressés. De nos jours, nos jeunes, nous devons faire très très attention. Ils n'ont qu'à nous aider pour ça. Avant que leur femme, leur garçon, leur fille ira en mariage là. Il faut qu'il ait quelque chose à mettre d'abord. Qu'il connaisse quelque chose à faire d'abord. Même si c'est aller vendre tomates pour connaître l'argent, comment battre pour chercher l'argent là. Ils n'ont qu'à savoir connaître, ils n'ont qu'à connaître ça d'abord pour se battre à faire quelque chose. Là, tant que l'homme ne donne pas, la femme va donner et supporter ses enfants. Ah oui, voilà ce qui est donc clair. De cette actualité, on parle tout autre chose à présent. Désormais, la transformation du manioc en gari ou de tapioca ne sera plus un casse-tête, j'allais dire, pour les groupements de femmes de la commune de Ndali. Elles ont reçu un appui en matériel et équipement pour améliorer la qualité de transformation agroalimentaire dans la commune. La remise officielle a eu lieu ce 23 décembre 2024 à l'arrondissement de Dankoro. Nous sommes donc dans la commune de Ndali. C'est donc dans le cadre de la mise en œuvre du projet Kozo. Abdoul Baki Imoru, il est là pour le reportage. Suivez plutôt. Les difficultés de transformation du manioc en gari et tapioca appartiennent désormais au passé. Grâce au projet de cohésion sociale Kozo, les femmes de Dankuru à Wenu, commune de Ndali, ont un matériel adéquat. Les habitants sont sortis nombreux pour la réception. Le superviseur communal du projet Kozo, Camille Nata, explique. Dans leurs activités, ils ont besoin des équipements pour pouvoir renforcer leur productivité, pour pouvoir améliorer la qualité de leurs prestations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes là pour la remise de ce matériel composé d'une presse à manioc, des marmites, d'un fût en plastique, de l'armoire d'archivage et des foyers améliorés, d'une râpeuse également à manioc. Les bénéficiaires ont exprimé leur enthousiasme.
enthousiasme. Comme on n'avait pas de matériel pour transformer le manioc, notre problème est que Gari est bloqué. Grâce à ce matériel, nous avons pris nos activités en force pour pouvoir continuer notre travail. Pour le conseiller communal Serigui Chabi, il urge que ces femmes utilisent ce matériel avec soin. Je crois que c'est un sentiment de joie et c'est pour cela que je demande à ces femmes-là de faire bon usage du matériel qu'elles viennent de recevoir. Environ 1 700 000 pour concrétiser cet appui en matériel à Dankourou. Et bien voilà, merci à vous Abdullah Baki Moro pour ce reportage de votre actualité. Cette fois-ci, on va survoler les frontières béninoises et c'est pour les nouvelles hors de nos frontières. David Labo, bienvenue dans ce studio, bonjour. Bruno Gaclé, bonjour. Oui, vous êtes là pour nous livrer l'actualité hors de nos frontières. Nous allons tout de suite au Mozambique. Crise au Mozambique, les voix s'élèvent pour dénoncer le silence de la communauté internationale. Vous nous dites. Oui, Bruno Gaclé, les appels au calme se multiplient alors que le Mozambique s'est embrasé après la validation ce lundi 23 décembre 2024 par la Cour suprême mozambicaine de la victoire contestée du Frelimo, le parti au pouvoir aux élections du 9 octobre 2024. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dépêché sur place une délégation justement pour tenter de restaurer un dialogue. Mais de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le relatif silence de la communauté du développement de l'Afrique australe et la SADC, ainsi que des différents gouvernements voisins perçus comme un manque de courage politique. Bruno Gaclé. Oui, on va finir avec vous, David Labo. Cette fois-ci, nous sommes en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, les travailleurs à l'extérieur exposés à un fort épisode de pollution. Justement, Bruno Gaclé, pour finir, en Côte d'Ivoire, la saison sèche bat son plein en Afrique de l'Ouest avec un ciel voilé par la poussière du désert ramené justement du Tchad par l'Hamatan. Dans le centre et le sud de la Côte d'Ivoire, la qualité de l'air se dégrade nettement. À Abidjan, la concentration en particules fines est en ce moment jusqu'à 12 fois supérieure aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui présente un risque pour la santé des travailleurs en extérieur. Et c'est tout, Bruno Gaclé, pour les actualités hors de nos frontières. Merci à vous, David Labo. Avec vous, nous étions au Mozambique et en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, juste après cette actualité, cette fois-ci, c'est le condensé de l'actualité au plan local et national. C'est donc la revue de presse nationale. Ce sera avec Lokmano Uruchiou. C'est parti. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Crise Bénin-Niger, le sujet revient au devant de l'actualité. Ce lundi, des journaux s'intéressent à cette crise entre les deux pays voisins. Alors que tout présage d'un dénouement imminent de la crise entre le Bénin et le Niger, introduit matin libre, la crispation de la situation reste à craindre à nouveau. Les récentes accusations du chef de la junte nigérienne au pouvoir semblent, d'après le journal, compromettre les maigres espoirs nés de la médiation des anciens présidents de la République du Bénin, Nicéphore Soglo et Boni Yayi. Et ce n'est pas la première fois que le processus de rétablissement des relations entre les deux pays se trouve confronté à cette triste réalité. Cotonou-Niamey, ça se tend et se détend, fait observer en manchette le journal pour lequel, en réalité, l'on semble vivre un scénario avec d'interminables rebondissements. Alors que les relations semblaient se normaliser entre les deux parties, Ibrahim Traoré, le président de la transition du Burkina Faso, dans une vidéo devenue virale depuis jeudi 11 juin dernier, s'est invité dans le débat en accusant le Bénin d'abriter des bases militaires françaises. Le quotidien souligne que depuis, la lueur d'espoir semblait ne plus raidie jusqu'aux récentes accusations du chef de la junte militaire nigérienne qui viennent de jeter la pierre dans la mare. La crise de confiance apparaît plus profonde aux yeux de mon confrère, renchéri par Dynamis Info qui, après les nouvelles accusations contre le Bénin, estime que la rouverture des frontières entre le Bénin et
le Niger n'est visiblement pas pour bientôt. Pour Dynamis Info, les nouvelles accusations font tomber le capital de confiance déjà grabataire entre les deux États pour compromettre les souhaits de rouverture des frontières exprimés notamment par le Bénin. En tout cas, le Niger fait plomber tout espoir de rouverture des frontières, s'exclame en manchette le journal. Pendant ce temps, dans la suite, les enseignants AME savent désormais à quelle sauce ils seront mangés. C'est plutôt l'avis du journal Dynamis Info, car Libération libère les critères de reversement de cette catégorie d'enseignants. Le critère fondamental retient au quotidien les 4 vérités, c'est avoir cumulé des contrats successifs. En plus de cela, le télégramme révèle que le premier choix est basé sur l'âge. Selon le directeur général du budget, il est souhaitable de considérer les personnes qui sont presque à la sortie, c'est-à-dire la retraite, rapporte la publication qui complète que le deuxième critère est lié à la notation, le troisième est le diplôme. En commentaire, Dynamis Info y voit la tournure d'un concours. Avec les précisions apportées vendredi 27 décembre par le directeur général du budget, Rodrigue Chaou, les aspirants au métier d'enseignant sont désormais informés du processus. Mon confrère retient que de 3 000 AME sur un effectif de 31 270 envisagés pour la première cohorte, l'État ne sera pas en mesure d'honorer totalement les engagements pris au départ. C'est pratiquement un concours qu'est soumise cette catégorie d'enseignants qui ne demande que de garanties pour donner encore plus le meilleur d'elle-même, écrit Dynamis Info. En réaction, rapporte le télégramme, la FENACEPIB dit non aux critères discriminants. Dans une note publiée sur les réseaux sociaux et signée par des porte-paroles de la fédération, mon confrère rapporte que l'ensemble des enseignants AME du secondaire réunis au sein de la fédération dit non aux critères de reversement du gouvernement. Alors, résume en titre le Canada du Nord, ce sont les réserves des AME à propos de leur reversement. Sans commentaire dans les dernières secondes, le même journal, c'est-à-dire le Canada du Nord, rapporte le décès d'un détenu de la prison civile d'Abomey-Calavi, transporté à l'hôpital après malaise. Il est décédé et la même information est traitée par le Potentiel qui en publie les détails. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Et bien voilà, mesdames, messieurs, ainsi se referme cette session de l'information. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Aboubacar Dokwa, l'édition Ousmane Tinola, c'est son nom. En direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. C'était Souta Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée.